Bataille de chiffres à la région. Le budget primitif 2016 a été voté hier. 4 heures de débat houleux entre la majorité et l'ancien président Victorin Lurel. Chacun voit midi à sa porte. Le reportage de Nathalie Dinane et Patrick Curie. Que faire pour sécuriser les locaux de l'Université des Antilles? La direction de l'établissement propose une série de mesures. Les détails de celle-ci avec Isabelle Hameau dans ce journal. Et le bassin Cagné de Beauport, fermé il y a quelques années, a réussi sa reconversion. La quinzaine de la Canne est l'occasion pour ATV Guadeloupe d'emprunter le petit train et ses 1000 merveilles. Le reportage de Karen Diama à venir. Et dans le cadre de la semaine de la presse à l'école, les élèves de l'école mixte 2 de Sainte-Rose ont mené de main de maître leur propre émission radio. Vous verrez des petits confrères qui frappent déjà à nos portes. Bonsoir et bienvenue à tous. L'ambiance était électrique hier après-midi dans l'hémicycle de l'hôtel de la région Guadeloupe. Après 4 heures de débat et de passe d'armes, le budget primitif 2016 a été finalement adopté à la majorité. Plus de 480 millions d'euros pour les dépenses et un peu moins de 180 millions pour les investissements. Compte rendu de cette plénière chargée en intensité avec Nathalie Dinane et Patrick Curie. Cette scène de mépris envers la population guadeloupéenne, à travers les attaques qu'a proférées Victorin Lurel à l'égard d'Anne-Chalus. Le ton était donné hier soir lors de la plénière pour le vote du budget primitif de la région. Le camp Chalus répondait aux attaques du camp Lurel du tac au tac. 2 heures après le début de la plénière, l'ambiance devient électrique. Tour à tour, chaque membre de la majorité contre les arguments avancés par le groupe de la minorité. L'abaissement du taux d'avance plafond retenu pour les subventions qui passe de 80 à 40%. Si vous changez la règle, je peux l'entendre. Je vais même vous la prouver, ce n'est pas un souci. C'est que vous avez été échaudé par ce que j'ai fait et donc il y a une calamité totale. Le premier vice-président parle de cavalerie financière. Christian Baptiste, lui, accuse la nouvelle équipe d'organiser l'austérité. Le budget qui nous est soumis n'est pas sincère. Faisons justice de l'argument fallacieux qui consiste à faire croire que la confection du budget 2017 est une gageure et qu'il faut des talents de reconstructeurs avisés. C'est de la goutte aux yeux. Le budget de l'an dernier était de 700 millions d'euros, alors que régulièrement le budget de la région était de 400 millions d'euros. On sait qu'il y avait une année électorale, donc on a augmenté le budget de 300 millions d'euros. Forcément, cette année, nous subissons cette situation. C'est pour cela que dans le cadre du budget primitif, que nous avons dû faire en sorte de privilégier que les entreprises guadeloupéennes ne se retrouvent pas en faillite, mais en même temps en maintenant le pouvoir d'achat, puisque nous n'avons pas augmenté les différentes taxes, puisque quelle que soit la taxe ou autre, c'est le portefeuille du Guadeloupéen qui serait concerné. Donc c'est pour cela que nous avons pris ce choix. 18,8 millions de factures impayées, 29,9 de subventions accordées et non versées. Tout cela sur l'exercice précédent. La nouvelle majorité annonce que les caisses sont vides. Victorin Lurel s'inscrit en faux et a voté contre ce budget. Le plus mauvais budget fait au cours des 10 dernières années. Là, en 2016, on l'augmente de 18 millions. Et on baisse l'investissement de 73 millions. Comment voulez-vous qu'on puisse voter quelque chose comme ça? Vous croyez qu'il n'aurait pas créé un impôt Lurel si c'était mauvais? Mais il aurait eu du mal à justifier ça. Il l'aurait fait. Pourquoi l'a-t-il pas fait? Parce que les ratios, les fondamentaux sont bons. C'est pourquoi nous avons voté contre ce budget. Un budget primitif adopté par la majorité. Le groupe de l'opposition s'est abstenu ou a voté contre. Sachez-le, M. Lurel, insuffler la fierté. Eh bien, j'ai ma fierté, ma famille, mes amis, ceux qui m'entourent de votre pays. Si c'est pour avoir une fierté comme la vôtre, j'en veux pas. Il a inauguré l'école de la Jeune Chien au Moule, disant que l'école va ouvrir. L'école n'est pas finie, elle est fermée. Il n'y a rien dans la cuisine, il n'y a pas de meubles, il n'y a rien dedans. Le BMX, il l'a fait. Il a dit publiquement que les travaux de la déviation de la Boucan commenceraient au mois de juin. Personne ne lui a posé la question, est-ce que c'est vrai, pourquoi? Il n'y a pas 1 euro pour la Boucan. Il a ouvert une autorisation de programme de 80 millions, 90 millions, sans recette. Donc c'est ces questions-là. Donc moi je dis aujourd'hui, nous avons fait un budget de transition pour pouvoir répondre, payer les factures. Déjà, surtout accompagner les entreprises qui sont en difficulté, parce que beaucoup viennent nous voir aujourd'hui, accompagner notre jeunesse. Et je pense qu'avec le budget supplémentaire, nous irons plus loin et nous allons voir pour 2017
comment vraiment fonctionner. Le président Chalus a mis les points sur les i. Il faudra faire des choix, chercher des marges de manœuvre pour dégager des fonds. Rendez-vous au mois de juin lors du vote du budget administratif. Et Victorin Lurel, attaqué par un document publié par la région, conteste les données de celui-ci. Il prétend même que les caisses seraient pleines avec un excédent de plus de 60 millions d'euros. Bref, seul le compte administratif qui retrace fidèlement l'exécution budgétaire révélera la vérité dans les mois à venir. En attendant, nous avons voulu savoir ce que vous pensiez de cette querelle. Caisse pleine, caisse vide, vos réponses en images avec Nathalie Dinan et Patrick Curie. Quelle est la région qui fait? La région là, il y a ni l'argent, pas qu'un théo. Il y a déjà augmenté l'essence là déjà. Alors, il y a fait l'argent en les noms déjà. Pas qu'un théo pour Chalus qui est démerdé. Lurel, il a dit qu'il en a laissé. Chalus dit qu'il n'en a pas. Vous savez tous, il n'y a jamais d'argent dans les caisses de l'État. Parce que l'État fonctionne, je dirais, à crédit. Comment à crédit? On a beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent pour eux. Ils touchent 30 jours, 40, 90 jours, etc. Et des moments, voire plus, ils attendent leur argent. Donc on sait très bien comment la région fonctionne. Donc par rapport à cela, on peut croire Chalus et ne pas croire Lurel. Alors là, la seule chose que je veux dire, c'est arriver à régler les choses correctement pour savoir qui a raison, qui a tort. Je pense que c'est faux. C'est une question de regard sur les comptes. Vous savez, les comptes, on dit ce qu'on veut, en fonction de l'opinion que l'on a sur celui qui les a fait. Donc voilà mon point de vue là-dessus. Si c'était vide, on serait en faillite et aucun projet ne serait possible. Celui en place ici, s'il trouve que les caisses sont vides, c'est qu'elles sont vides. Donc ce que je peux apporter à la chose, rien du tout. Au même titre qu'en Martinique avec la CTM où le Chimi dit exactement la même chose, que les comptes sont falsifiés ou qu'on a des oublis à droite à gauche. Ils font leur compte entre eux, c'est une guerre politique, on va les laisser faire leur guerre politique. De toute manière, en finalité, il y aura des taxes qui vont être ajoutées, il y aura des rebudgétisations qui seront faites. On verra ce que ça donnera. Et le ton se durcit en Martinique à la collectivité territoriale. 5 organisations syndicales se sont réunies pour dénoncer un manque de dialogue social. Leur principal point de désaccord, la situation des agents territoriaux en contrat à durée déterminée. La plupart des établissements dépendants de la collectivité étaient à l'arrêt aujourd'hui, dont plusieurs collèges et lycées. Frédéric Mazy et Michelet François d'ATV Martinique. Dès 4h30 ce matin, ces barricades ont été érigées devant l'hôtel de la CTM. Ni élus, ni salariés n'ont pu accéder aux locaux. Bloqués également les archives départementales, la bibliothèque Schellcher et de nombreux établissements scolaires. 3 mois après son installation, la collectivité fait face à sa première grève. Dans le collimateur, l'avenir des quelques 250 agents en CDD. Certains auraient reçu des lettres leur annonçant la fin de leur contrat, alors que ce dernier n'est pas arrivé à terme. Nous trouvons ça inadmissible. Même si on a un CDD, un contrat à durée déterminée, il y a un engagement contractuel, on attend que la fin du contrat se termine avec toutes les démarches administratives qui s'imposent pour finir la relation contractuelle. Mais pas comme ça, pas dans cet état. Parmi les grévistes, des professions qu'on ne voit pas souvent battre le pavé. Ces techniciens de laboratoire manifestent pour la première fois. Le laboratoire territorial d'analyse pourrait perdre une bonne partie de son effectif, un scénario impensable pour sa directrice. Soit la situation évolue, c'est-à-dire que soit la décision d'arrêter les contrats est suspendue, soit on ferme le laboratoire. Tous les services de la collectivité sont concernés, agents administratifs, agents d'entretien ou encore éducateurs spécialisés. Des contractuels en poste, pour certains depuis plus de 3 ans. Légalement, ils auraient dû se voir proposer un CDI. Toutes les difficultés ne sont donc pas uniquement imputables à la nouvelle majorité. D'ailleurs, les syndicats se défendent de toute manœuvre politique. Ça n'a rien de politique. Je voudrais qu'on arrête de mélanger tout. Non, ce serait une autre personne qui serait là, on serait en grève. On est en grève pour nos collègues. On veut que nos collègues réintègrent leur poste. Vous vous rendez compte, en Martinique, le nombre de personnes paupérisées et on met des assistantes sociales à la rue. Mais c'est quoi ce pays? Où est-ce qu'on va là? On ne pouvait pas trouver une solution? On ne pouvait pas discuter, négocier avec nous? Après plusieurs rencontres infructueuses avec des membres du conseil exécutif, notamment Francis Carole, en charge des affaires sociales, les syndicats réclament de rencontrer le président de la collectivité, le seul vrai maître à bord selon eux. On est venu, on aurait pu dire nous on ne veut pas rencontrer les élus
que la collectivité nous envoie parce qu'ils sont en incapacité de prendre des décisions, parce qu'ils n'ont pas de mandat pour ça. Nous, on a accepté, mais à force d'entendre des choses et puis nous dire que ce n'est pas, on n'a pas, on ne peut pas, il faut qu'on retourne, il faut qu'on aille voir. Nous, on dit aujourd'hui, on ne veut plus de porteurs de messages, on veut des gens qui prennent des décisions en face de nous. Donc vous voulez rencontrer Alfred Marie-Jeanne? Si c'est lui le responsable, je pense que c'est lui le responsable. Donc, nous voulons le rencontrer. Aucun élu ne s'est déplacé sur les piquets de grève. Hier, Francis Carole a proposé une nouvelle rencontre ce vendredi. Les syndicats n'ont pas donné suite. En attendant, le mouvement est reconduit demain. En Martinique, toujours, le secteur du BTP se porte mal. Depuis 2008, les professionnels ne cessent de tirer la sonnette d'alarme. Le manque de marché, notamment dans le domaine public, pénalise une filière déjà fragile. Le reportage de Loïc Régis. Cette usine de Fort-de-France est l'un des plus importants producteurs de ciment de la Martinique. Une marchandise aussi bien destinée aux petits artisans qu'aux grosses entreprises. Chaque jour, des milliers de kilos sortent de ce hangar. Pourtant, les affaires ne sont pas si florissantes. Les ventes sont en baisse. Nous avons allègrement franchi les moins de 4 000 tonnes de sacs par mois. Alors qu'on était bien à plus 6-7 000 tonnes à un moment donné. On voit que, disons que nous sommes globalement, pour vous affoler un peu, à peu près à la moitié de ce que nous vendions il y a de ça quelques années. Des chiffres alarmants selon plusieurs syndicats des métiers du BTP qui estiment la filière en crise depuis 2008. Le ralentissement des marchés publics expliquerait en partie cette situation. Nous vivons principalement, il faut le dire, du secteur public, mais des collectivités, de l'État, de la CTM aujourd'hui. Il faut savoir un paramètre très important, tous les budgets qui ont été présentés de différentes collectivités sont à la baisse. Donc déjà, vous avez déjà une image de ce qui risque de nous arriver. Les privés ne lancent pratiquement rien. Je ne parle pas du cas des HLM parce qu'il y a longtemps que nous dénonçons leurs pratiques, non seulement en termes de coûts qui sont inférieurs à la réalité des prix en Martinique. Ils ne lancent pas grand-chose. Vous avez là tous les ingrédients pour que nous allions à la catastrophe. Du côté de la collectivité, le discours se veut rassurant. Des travaux d'envergure seraient prévus. Nous allons engager une politique qui sera de nature à structurer la demande sur le moyen long terme, c'est-à-dire le lycée Schellcher, à très court terme les travaux sur le golfe. Il y aura également d'autres commandes comme la faculté de médecine et un certain nombre de projets que nous allons essayer de déclencher très rapidement. Pour diminuer l'impact de cette crise, des mesures devraient être prises. Par exemple, le raccourcissement des délais de paiement. On dit aux entreprises que la moyenne du paiement serait de 60 jours. Les entreprises, ce n'est pas ce qu'elles vivent. Elles vivent des délais beaucoup plus longs. Et donc, il y a évidemment une perte de confiance parce que ceux qui sont de l'autre côté, ils disent « Qu'est-ce qu'ils nous racontent ces gens-là » Ils sont en train de nous dire qu'on serait payé à 45 ou à 60 jours. Mais lequel d'entre nous est payé à 45 ou à 60 jours? La moyenne n'exprime pas la réalité du vécu. Il y a des écarts, il y a des entreprises qui sont payées à 6 mois, quelquefois plus que cela, et cela entraîne des problèmes pour ces entreprises, parce que leurs fournisseurs n'attendent pas 6 mois, et a fortiori les salariés. La tendance ne devrait pas s'inverser dans l'immédiat. Certains syndicats du BTP ont sollicité des échanges avec les élus de la CTM. Une rencontre devrait avoir lieu cette semaine. L'Express des îles passe à l'offensive pour relancer son marché. La société de transport maritime applique depuis vendredi de nouveaux tarifs. Désormais, vous paierez 20 € pour vous rendre à Marie-Galante si vous choisissez d'y aller un jeudi. Les détails avec Isabelle Hameau. Ils s'appelleront Toupiti, Zen et Flex. Ce sont les noms des nouveaux tarifs de l'Express des îles. Après plusieurs années d'analyse, la société low-cost de naissance répond aux attentes du marché. Il ne s'agit pas, comme certains veulent le croire, d'une simple réaction à la campagne de communication que viennent d'avoir les compagnies aériennes. Il s'agit plutôt pour nous d'intégrer le fait que les marchés sur lesquels nous opérons demandent des tarifs de plus en plus bas. Donc depuis maintenant 2011, nous avons mis en place toute une série de mesures pour pouvoir réduire nos coûts en interne et être en mesure de proposer à tous, pas seulement à quelques-uns, les tarifs les plus attractifs possibles. Et parmi ces tarifs, citons un exemple, l'offre Toupiti. Pour un aller-retour entre Pointe-à-Pitre et Marie-Galante, il faudra compter 20 € au lieu de 43 € et 5 € avec l'aide régionale. Une offre valable uniquement les jeudis et jeudis fériés. L'objectif pour nous est de permettre à
à tous de voyager, et notamment à ceux qui ont des difficultés à faire face au prix actuel du transport. Et nous avons l'espoir d'augmenter par la même occasion le nombre de personnes que nous transportons. C'est vrai que le marché aujourd'hui entre la Guadeloupe, Marie-Galante et les Saintes est un marché qui stagne depuis quelques années, et nous espérons que cette nouvelle stratégie lui permettra de se développer à nouveau. La compagnie s'interroge aussi sur l'impact de l'aide régionale à la personne. Cette aide a augmenté de 50% en 2015. Si au départ elle permet aux résidents des îles du Sud en difficulté financière de bénéficier de tarifs réduits, des trafics de revente de billets aidés ont été constatés. Cette aide régionale qui a constitué incontestablement un plus pour les compagnies maritimes et pour les passagers bien sûr, et qui a boosté à l'époque quand elle a été lancée le nombre de passagers sur ces lignes, cette aide régionale, du fait de l'utilisation abusive de certains, risque de devenir un handicap pour nous. Je m'explique, il est à craindre parce qu'aujourd'hui, même des gens qui n'y ont pas droit se retrouvent à avoir et à utiliser des billets aidés pour pouvoir voyager. Il est à craindre que le jour où cette aide diminuera, voire qu'elle disparaîtra, si jamais elle doit disparaître un jour, plus personne ne soit prêt à payer les prix normaux pour pouvoir aller vers les îles du Sud. Donc ce qui était une chance pour nous pourra devenir un handicap si il n'est pas mis bon ordre dans l'utilisation de ces billets aidés. 80% du trafic maritime assuré concerne l'axe Guadeloupe-Martinique ou Guadeloupe-Dominique. Bientôt Saint Kitts, la nouvelle destination programmée par la société maritime qui connaît plus de 15 millions de passagers en 29 ans. Le parc automobile guadeloupéen est important et chaque voiture représente une source de pollution, notamment les huiles de moteur. Pour sensibiliser les détenteurs d'huiles usagées, l'ADEME Guadeloupe a lancé une campagne de communication. Jérôme Roch, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de la Guadeloupe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, tous les Guadeloupéens, particuliers et professionnels, sont appelés à rapporter leurs huiles usagées. Comment va s'effectuer cette collecte? Alors la collecte des huiles usagées a deux voies. Une première pour les particuliers. Les particuliers peuvent rapporter en déchetterie ou dans les marinas et les ports où il y a des bornes d'apport leurs huiles usagées quand ils ont fait leur vidange eux-mêmes. Et puis pour les professionnels, donc les garagistes en particulier, là la collecte elle est effectuée par un ramasseur agréé par la préfecture. Il y en a un en Guadeloupe qui s'appelle SARP Caraïbes. Il vient collecter gratuitement auprès des garagistes leurs huiles usagées pour peu qu'ils aient une quantité d'environ 200 litres. Voilà, après les avoir sollicités, bien entendu. Bien sûr, on les appelle et ils se déplacent et ils viennent pomper l'huile usagée qui a été collectée par les garagistes. En quoi les huiles usagées sont-elles dangereuses pour la santé et pour l'environnement? Alors les huiles usagées contiennent en particulier du chlore, des composés aromatiques, des choses pas très bonnes pour la santé et puis pour l'environnement non plus. C'est-à-dire que si les huiles usagées se retrouvent dans l'eau, à la surface, elles créent une pellicule étanche, donc qui est très très défavorable pour la faune et la flore de l'eau. Et puis on estime à peu près 1 mètre cube de terre pollué par 1 litre d'huiles usagées. Donc voilà, il faut rapporter. Quelle est la conséquence si vous devez mesurer? Alors ça peut être sur la santé humaine, il peut y avoir des composants carcinogènes, et puis sur la faune et la flore, ça peut carrément détruire l'environnement qui nous entoure. Et bien sûr, on est dans un magnifique environnement, ce serait quand même dommage de détruire cet environnement. Alors cette année, vous souhaitez battre un record, atteindre en tout cas les 1600 tonnes d'huiles usagées? Oui, ça va être progressif, mais l'idée c'est que nous avons pour l'instant une collecte qui est aux alentours de 1000 tonnes par an. Et on estime le gisement à 1600 tonnes, donc il y a des tonnes d'huiles usagées qui partent dans la nature. Le but de notre campagne, c'est bien sûr de sensibiliser le grand public et les professionnels à ce que ces huiles usagées aillent dans des filières de traitement et de recyclage. Alors justement, ces huiles sont collectées, stockées en Guadeloupe, mais traitées en France hexagonale. Pourquoi ce n'est pas le cas en Guadeloupe? Pourquoi finalement il n'y a pas d'usine pour le faire? Oui, ces huiles sont effectivement transportées de Guadeloupe ou de Saint-Martin vers la métropole parce qu'elles vont dans 2 filières différentes. Soit une filière de régénération, on filtre l'huile, on en refait de l'huile et d'autres composés, soit on la met dans une cimenterie pour la valoriser énergétiquement, c'est-à-dire produire de la chaleur à haute température, on la brûle à haute température, sous des conditions bien sûr très contrôlées puisque c'est très nocif. Ce sont des grosses installations, il n'y a qu'une seule grosse installation en métropole pour régénérer l'huile. Il y a plusieurs cimenteries en métropole, mais là aussi ce sont d'énormes installations, donc ça n'aurait pas de sens économique d'avoir ce genre d'installation ici en Guadeloupe.
Les entreprises sont-elles suffisamment, selon vous, responsables concernant le traitement de leurs déchets? Je pense notamment à EDF qui produit des déchets liquides. Alors, je ne vais pas me prononcer sur EDF, je pense que c'est une grande entreprise qui a les moyens de gérer ses déchets. En fait, les entreprises, il y a deux filières pour les déchets, on va dire. Les entreprises sont responsables elles-mêmes des déchets qu'elles produisent et doivent contractualiser avec d'autres entreprises pour les collecter et les traiter. Et puis, il y a la filière aussi des déchets ménagers. Là, ce sont les collectivités locales, les communautés d'agglomération en particulier, qui doivent proposer un service de collecte. Donc les entreprises, elles, sont responsables de leurs déchets et doivent effectivement les traiter et payer pour cela. À combien, il y a d'autres déchets quand même qui posent problème en Guadeloupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler ce soir? Alors, effectivement, il y a en fait diverses filières de recyclage en Guadeloupe. Ce qu'on ne perçoit peut-être pas, c'est que depuis une dizaine d'années, toutes ces filières de recyclage, de collecte et de recyclage se sont montées. On a maintenant des filières bien en place pour le papier, le carton, le verre, les véhicules hors d'usage, les batteries de véhicules, les pneus, les médicaments hors d'usage et de date. Donc toutes ces filières, elles existent bien. Ce qu'il faut maintenant, c'est apporter aux citoyens les moyens d'aller les déposer ou de les collecter. Et là-dessus, je pense qu'on a des progrès à faire en termes de bornes d'apport proches de chaque domicile et aussi d'un réseau de déchetterie qui pour l'instant en compte 8, mais qui pourrait en compter bien plus que ça pour que chaque citoyen ait les moyens d'apporter ses déchets de manière à ce qu'ils soient recyclés. On comprend, la filière est en train de se structurer. Au niveau économique, ça pourrait apporter beaucoup de choses à la Guadeloupe? Oui, bien sûr. Le déchet, ça peut être aussi de l'emploi. Je prends par exemple la société Ecodec, elle collecte les plastiques, les pneus, elle en fait des dalles pour les parkings par exemple. Eh bien c'est forcément de l'emploi et puis derrière une vente d'un produit qui peut rester en Guadeloupe, qui peut être acheté. Donc c'est vraiment source d'emploi et c'est pas le seul exemple. Jérôme Brock, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous l'avez certainement déjà reçu dans vos boîtes aux lettres. Et oui, c'est le moment de déclarer vos revenus. Cette année, vous serez obligé d'effectuer votre déclaration sur Internet, en tout cas pour les personnes ayant 40 000 € de revenus fiscaux de référence. Les détails de ces nouvelles modalités avec Bénédicte Jourdier. La manipulation se fait rapidement, en quelques clics, et pour certains, la déclaration en ligne est désormais obligatoire. C'est le cas pour tous les Français dont les revenus sont supérieurs à 40 000 €, et ce, dès cette année. Oui, l'idée c'est que l'ensemble des contribuables devra télédéclarer impérativement ses revenus ou son absence de revenus en 2019. Alors tout ceci va se faire progressivement. Cette année, seuls sont assujettis à cette obligation les contribuables dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 40 000 €. L'année prochaine, cette somme, ce montant baissera à 28 000, puis après à 15 000. Et en 2019, tous les contribuables devront obligatoirement télédéclarer leurs revenus. Autre grand changement, l'avis d'imposition est disponible dès la fin de la télédéclaration. Renommé l'ASDIR pour avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, celui-ci sera plus complet. Alors effectivement, l'ASDIR, l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu, alors ça c'est une nouveauté majeure, puisque dès le moment où vous télédéclarez, ce soir par exemple, puisque le site est ouvert, vous avez immédiatement votre avis de situation déclarative qui vous permet de savoir si vous êtes ou non imposable à l'IR. Et ceci est particulièrement important puisque ça permet par exemple à l'ensemble de nos concitoyens qui sont bénéficiaires de prestations sociales, par la CAF notamment, de pouvoir immédiatement se rendre à la CAF et de prétendre à leurs prestations sans être obligés d'attendre, comme c'était le cas jusqu'à présent, le mois d'août, juillet, août, septembre. Donc il y a un gain de temps considérable. Un gain de temps pour les usagers, mais aussi pour les services des impôts. La direction assure que ce passage sur le web traduit surtout une volonté de simplification plutôt qu'une restructuration des services. En fait, la volonté qui est celle de la Direction générale des finances publiques, c'est précisément, bien évidemment, de maintenir la qualité du service, mais en orientant les usagers vers d'autres canaux de contact. Et s'agissant de l'impact emploi, il ne s'agit pas ici de construire une démarche qui vise à réduire les emplois, mais bien au contraire d'organiser une logique axée sur la simplification et la qualité de service rendu à l'usager, ce qui permet d'avoir précisément une meilleure prestation dans le bénéfice de l'intérêt général. 68 192
92 contribuables guadeloupéens ont déclaré par Internet en 2015, soit 27% des contribuables. D'ici 2019, tous devront, sous condition bien sûr, déclarer par Internet. Restez avec nous. Dans un instant, vous découvrirez les sucettes à base de canne à sucre à l'ancienne usine de Beauport. Et puis vous découvrirez les jeunes talents de la radio Sofaya qui s'exercent dans le cadre de la Semaine de la presse. Imaginez si vous deviez restituer 3 ans de travaux en 3 minutes chrono. C'est le défi du grand concours national Ma thèse en 180 secondes qu'ont relevé 6 doctorants en Guyane. Un exercice dans lequel une jeune femme s'est particulièrement illustrée. Regardez. C'est le sourire aux lèvres que Samantha James arbore son trophée. Elle est l'heureuse gagnante du concours Ma thèse en 180 secondes. À Madame Samantha James. Je suis très contente, vraiment très contente. Mais je pensais juste participer, pas forcément gagner. Ça veut dire que j'ai bien suivi les consignes, j'ai pu faire comprendre le sujet sur lequel je travaille à des personnes qui ne sont pas dans le domaine. Finalement, quand on est sous le feu des projecteurs avec la pression, finalement 180 secondes, des fois c'est trop. Pour sa 2e édition, l'événement a réuni 5 doctorants autour d'un exercice de taille, expliquer leur sujet de thèse en seulement 3 minutes. Devant eux, le jury, mais aussi des lycéens venus assister à cette compétition. 3, 2, 1, et c'est parti. Le timing est très serré. La plupart des gens ne le savent pas, mais la varicelle est un herpès provoqué par le virus varicelle zona. Dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse au 8e herpès découvert chez l'homme. Oui, il y en a 8 juste pour nous. Imaginez en 3 mois pour 180 secondes, c'est chaud, c'est chaud. On sait qu'en 180 secondes, ils n'auraient pas tenu. Et ils m'ont prouvé aujourd'hui qu'en 180 secondes, ils ont su présenter leur thèse. Pendant 3 mois, les participants se sont préparés à ce concours. Prise de parole en public, écriture et même quelques cours de scène. Ils ont tout mis en œuvre pour être au point. On nous a d'abord appris à être synthétique. C'est-à-dire on veut toujours en dire plus. Le plus difficile, ça a été de choisir les morceaux qu'on va expliquer. De ne pas utiliser un vocabulaire scientifique trop poussé, sinon l'auditoire ne nous comprendrait pas. Présenter une thèse en mathématiques surtout en 180 secondes, c'était vraiment très intéressant. Dorénavant, je pourrais expliquer à n'importe qui, même à ma grand-mère, ce que je fais en thèse. Aujourd'hui, c'est 180 secondes, mais dans quelques années, c'est une présentation de plus grande envergure qu'ils devront présenter pour la suite de leurs études. Ce concours, au-delà de la compétition, est aussi un exercice. Nos doctorants font des travaux de recherche pour faire une thèse, mais aussi ont besoin de communiquer avec le public, avec leur environnement. Et cet exercice de résumer leurs travaux de thèse en 3 minutes et qui soit compris par le public, tout public, est un exercice qui les met déjà dans le bain. Voilà, pour à la fin, quand ils iront en situation professionnelle. Une victoire aujourd'hui, mais pour Alexandra, ce ne sont pas là les dernières 180 secondes d'explication qu'elle donnera. Elle partira représenter la Guyane dans les demi-finales du concours national le 30 mai, pour peut-être à la clé décrocher une place en finale, et plus si affinité. Agression, vol à main armée, bagarre, les actes de délinquance se multiplient aux abords de l'Université des Antilles. Il y a moins d'un mois, un étudiant a été agressé sur le site de Fouillol pour son téléphone portable, un phénomène qui inquiète la direction. En concertation avec la sous-préfecture, elle a décidé d'adopter de nouvelles mesures de sécurité. Les explications d'Isabelle Hameau. Installation de caméras supplémentaires, organisation des rondes de forces de l'ordre, telles sont les mesures qui renforceront la sécurité au sein de l'université de Fouillol, mais pas seulement. Nous avons sur le campus de Fouillol surtout des dispositifs de prévention avec à la fois les médiateurs dont nous demandons le renforcement et le sous-préfet effectivement dit que ce dispositif devrait être renforcé parce que ces médiateurs en fait qui sont là pour être des intermédiaires entre tous les usagers mais aussi le public extérieur et les usagers de l'université, eh bien ils ont vraiment fait preuve d'un excellent travail. Donc ce qui veut dire que globalement ces dispositifs doivent être renforcés. Les vigiles également sont des prestataires, ils ne peuvent pas intervenir au-delà de leurs compétences, mais nous avons besoin de plus de vigiles. Et c'est là où, par exemple, peut-être nous pouvons bénéficier d'une aide régionale pour avoir un soutien en termes de ressources humaines ou de prestataires supplémentaires. Selon le témoignage de cet étudiant, la délinquance extérieure s'invite sur le campus. Il y a un mois encore, un étudiant a été agressé et blessé à coups de couteau pour son téléphone portable. Moi, ce que je sais, c'est pas une version officielle, mais moi, ce que je sais, c'est qu'apparemment, il y aurait trois gars à scooter qui seraient venus pour braquer des gens, apparemment, et donc ils sont tombés sur le jeune homme qui a été victime.
Et pour lui prendre son téléphone, ils lui ont donné un coup de couteau apparemment. Donc à ce moment-là, lui, il est sorti juste près de l'UFR de droit, il est remonté, il a pris le monde pour arriver près de la médecine préventive. Et à ce moment-là, on s'est occupé de lui. Une énième agression qui ne laisse pas indifférente l'administration. Nous témoignons vraiment notre solidarité aux parents des 2 étudiants qui ont été touchés. Et nous voulons également rassurer les parents pour dire que globalement, les conditions de sécurité sur nos campus de la Guadeloupe sont de très bonne qualité, même s'il y a encore des efforts à faire, en particulier pour les sites concernant les résidences étudiantes et notamment l'accès à nos salles de cours et à nos facultés. Et malgré la présence de vigiles, l'insécurité ambiante est mal vécue par les étudiants. On essaie de vivre normalement, mais on fait quand même attention à nous parce qu'on sait qu'il y a déjà eu des antécédents, des choses comme ça. Donc on se déplace en groupe, on ne sort pas trop tard le soir tout seul. On se surveille les uns les autres parce qu'on sait que le danger est proche, quoi. D'ici la semaine prochaine, le nouveau dispositif sera mis en place. Des rondes de police vont être opérées dans l'enceinte de l'établissement. Parlons d'une autre problématique, celle du logement. Les différents gouvernements qui se sont succédés ont tous fait de l'accès au logement une priorité. En Guadeloupe, la part de logements sociaux a augmenté de 9% depuis 2007. Trop peu pour les bailleurs sociaux. Il y a 7 mois, ils poussaient un cri d'alarme. Obtiendront-ils la construction de plus de logements? Louis Galantine, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le président du conseil départemental de l'habitat, présidé par le conseil départemental. Hier, vous avez signé en présence du préfet Jacques Billan l'accord régional du plan logement outre-mer, appelé le PLOM. Quels sont les termes de cet accord? Alors, 2 chiffres, 5 axes de travail et plus de 24 fiches d'action dans le PLOM. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Aujourd'hui, nous avons un constat, quelques chiffres. Plus de 30 000 logements en Guadeloupe qui sont dits indignes. Et nous avons plus de 10 000 qui sont vraiment insalubres. Et pour porter réponse à ça, à la demande des jeunes, mais aussi pour consolider en fait les seniors dans leur logement, nous avons le PLOM. Alors, plusieurs axes d'action. En l'occurrence, une des premières actions, c'est de consolider le partenariat avec les 24 signataires et qui, demain, pourront avoir en fait un espace de travail et de dialogue pour répondre à cette situation. La situation, les axes d'action, c'est le foncier, parce que nous savons les intérêts partagés et des agriculteurs, mais aussi on ne peut pas faire de l'omelette sans casser des œufs. Alors pour cela, il nous faut du foncier pour construire en fait des logements. Donc comment va-t-il se passer exactement? Eh bien, nous allons instaurer le dialogue. Nous avons les représentants en fait des différents partenaires en fait sociaux, et là, on va instaurer le dialogue. Pour cela, le PLOM est un outil répondant à certaines questions. Vous faites référence aux indivisions. Alors, voilà. La première question, est-ce que les 2200 logements par an pour répondre à la demande, selon les bailleurs sociaux, seront respectés? Alors là, est-ce que ce plan prévoit ça? Je vais pouvoir corriger, c'est 1500 à 2000. Il y a quand même... Eux réclament 2200. Voilà, ils réclament 2200, c'est normal, pour lisser en fait leurs activités et permettant justement d'avoir en fait les moyens pour répondre en fait à ces demandes-là. Ça, c'est clair. Et là aussi, ils seront en fait, de la partie dans le PLOM, et on va là aussi instaurer le dialogue avec ces personnes. Est-ce que ces accords seront respectés? Puisque tous les bailleurs sociaux, SICO, Saint-Samar, SIG et CEMAG, évoquent des procédures administratives lourdes qui retarderaient l'instruction des dossiers. Avez-vous justement évoqué cette question pour faciliter, pour assouplir cette procédure administrative? Tout à fait. Alors là, c'est une question politique. Et nous, politiques, qui étaient autour de cette table, eh bien, nous allons pouvoir y répondre. D'ailleurs, j'ai invité en fait l'institution régionale, en ma qualité de représentant de l'institution départementale, à rédiger une motion pour débloquer en fait la situation, parce que nous devions saisir nos parlementaires, mais aussi saisir les ministères concernés. Donc, qu'avez-vous prévu concrètement? Concrètement, en fait, politiquement, pour cela, nous avons mis en place les finances
et plus de 115 millions d'euros. Nous avons mis en place dans le plan qui est prévu. Et puis, bien sûr, là aussi, comme je vous ai dit, les actions que nous allons mener, je ne vais pas les énumérer, il y en a 25, mais sachez que nous allons mettre en place aussi un observatoire des loyers. Ça aussi, ça permet aussi d'aider, d'accompagner. Nous allons mettre aussi en place un accompagnement pour sortir les héritiers de l'indivision, voyez-vous, et aussi nous allons mettre en place les moyens tels que la concertation, parce que des fois ça bloque, il y a des freins, et pour cela nous allons augmenter la fréquence des réunions, serait-ce du CDH, pour permettre à tout un chacun de s'exprimer et de trouver réponse à leurs questions. Louis-Galantine, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Nous prenons maintenant la direction de Radio Sophia. Depuis quelques semaines, les élèves de l'école mixte 2 de Sainte-Rose réalisent leur propre émission radiophonique. Comme des professionnels, ils s'exercent au métier de journaliste radio, tels des petits confrères qui frappent déjà à nos portes. On regarde le reportage de Linda Kayarsi. À 5 minutes du direct, Chlorane et ses co-animateurs procèdent aux dernières vérifications. J'ai le conducteur de ce qu'on va faire aujourd'hui dans l'émission, les présentations, le sommaire, les interviews. Une première pour ces élèves qui, une fois par semaine, découvrent le monde de la radio pendant les activités périscolaires. On a vu comment marcher, comment on faisait diffuser une émission. Où se trouvaient les antennes, plein de choses comme ça, voilà. On pousse les enfants donc non seulement à faire de la radio, mais à s'intéresser de ce qui se passe sur la télé, sur la radio, au lieu d'être tout le temps sur un iPad ou leur smartphone. Salut, retrouve toute l'équipe de Junior FM en direct de l'école mixte 2 du bourg de Sainte-Rose. Junior FM prend le contrôle de Radio Sophia Altitude. Le coup d'envoi est donné. Durée de l'émission, 1 heure. Bonjour auditeurs et auditrices. Merci à tous de nous écouter sur la 88.5. Dans ce studio de fortune, et malgré quelques maladresses, bon nombre de sujets et de thématiques sont abordés. Ici, chacun s'applique. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais parler de la déforestation. La déforestation, c'est quoi? L'homme coupe l'arbre, en sachant que l'arbre absorbe le CO2, le gaz carbonique qui rejette de l'O2, l'oxygène dont nous avons besoin pour vivre. Quand l'homme coupe l'arbre, ça rejette tout le CO2 qu'il avait déjà absorbé. Moi, j'ai parlé de l'adaptation du porc au climat. Donc, en fait, c'est que comme moi, j'aime bien les saucisses et le jambon, j'avais parlé du croisement génétique du corps. Les invités, quant à eux, ne sont pas en reste. Le directeur de l'établissement, un inspecteur académique, mais aussi Madame le maire, se succèdent au micro. Cela leur de mieux s'exprimer et puis de dire effectivement ce qu'ils ont dans le cœur. Cela leur permet aussi de s'informer sur ce qui se passe en Guadeloupe, sur ce qui se passe dans leur commune et de la manière dont leur école fonctionne. Ils ont bien maîtrisé leur sujet, tant pour les questions que parfois un peu d'improvisation. Donc ils ont respecté le timing qu'ils avaient prévu, donc leur feuille de route, voilà. Donc je ne peux que les féliciter. 10 heures, il est déjà temps de rendre l'antenne et de dresser un premier bilan de cette expérience radiophonique en live. Nous remercions tous les auditeurs et auditrices d'RSA, le technicien et tous ceux qui ont participé à cette émission. Ça s'est bien passé, j'étais un petit peu stressée, mais ça y est allé et je me suis bien amusée. Mission donc accomplie pour Casey et ses co-animateurs. Les professionnels de la radio n'ont qu'à bien se tenir. Et la relève est assurée surtout. Quelques informations pratiques avant de refermer cette édition. Demain, les habitants du Lamentin subiront des coupures d'électricité dans la matinée. De 8h à 13h seront particulièrement touchés les habitants de Blachon et de la résidence Cyrénien. Et si vous souhaitez faire don d'un peu de votre sang, la collecte mobile sera demain dans les jardins du conseil régional et vendredi face au collège de Gourdeliane à Bemao. C'est la fin de notre édition locale et régionale. Dans un instant, questions directes présentées par Eddy Planté.